triches. Un podcast de l'Université de Lausanne. Nathalie Dongois. Nathalie Dongois, faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. Professeure de droit pénal. Est-ce qu'il y a de la place pour une quelconque tricherie dans une procédure pénale ? Pas forcément, bien entendu, du côté des institutions qui rendent la justice, mais plutôt des différents protagonistes qui sont entendus dans le cadre d'une procédure judiciaire. La recherche de la vérité matérielle est le point de départ de toute procédure pénale. Qu'est-ce qu'on entend par vérité matérielle ? La vérité matérielle en droit pénal, c'est ce qui est recherché lorsque une infraction a été commise ou est susceptible d'avoir été commise. Donc il y a des actes d'enquête qui vont être menés et qui visent, sur la base d'une hypothèse, telle personne est impliquée dans la commission d'une infraction, à chercher les faits qui prouvent effectivement que cette hypothèse est fondée. Donc on parle de vérité matérielle quand il y a une adéquation entre une proposition et les faits tels qu'ils peuvent être établis suite à la récolte des différents moyens de preuve. L'autorité pénale est dotée d'un certain nombre d'outils qu'on appelle des moyens de preuve qui sont énumérés dans le code de procédure pénale, mais ça commence effectivement par la récolte des différentes déclarations. On peut également recourir à différents experts pour comprendre comment les choses se sont déroulées si l'autorité n'a pas les compétences suffisantes pour faire parler comme il se doit un fait ou un moyen de preuve. Dès qu'une infraction a été commise ou qu'on suppose qu'une infraction a été commise, il y a des actes d'enquête finalement qui sont lancés. Et le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour faire simple. Donc on a dans une procédure ordinaire, parce qu'il y a aussi des procédures dans lesquelles on n'accorde pas la même place à la recherche de la vérité matérielle. Mais dans une procédure ordinaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, premier réflexe de l'autorité, c'est de chercher à comprendre finalement le déroulement des faits. Donc, on va rentrer dans une première phase éventuellement d'investigation à laquelle va succéder une phase d'instruction. Dans les deux cas, de toute façon, l'idée, c'est de mettre en lumière les faits et de voir si ces faits corroborent, vont dans le sens d'une proposition qui est donnée. Si on comprend que telle personne est peut-être impliquée dans la commission d'un meurtre, par exemple, on va rechercher les éléments de preuve qui sont susceptibles de prouver qu'effectivement cette personne est impliquée. Donc on va parler de vérité matérielle lorsqu'il y a une adéquation, un accord entre une proposition et les faits tels qu'on peut les prouver. C'est une hypothèse, en fin de compte, en termes de culpabilité ou d'innocence d'une personne, mais on cherche le coupable, ou les coupables. On entend un certain nombre de personnes, et puis ensuite on se dit, par rapport à ce qu'on a entendu, là, il y a peut-être cette personne qui a joué un rôle. Donc il faut qu'on recherche encore plus d'éléments pour voir dans quelle mesure, effectivement, on arrive à prouver son implication. Et dès lors qu'on a des faits qui sont en adéquation avec l'hypothèse de sa culpabilité, c'est ce qu'on appelle finalement cette adéquation, la recherche de la vérité matérielle. C'est une enquête menée par les autorités policières d'abord. Oui, c'est mené par des autorités policières. Et puis ensuite, quand on passe au stade de l'instruction, c'est dirigé par le ministère public. Et puis à la fin de toute cette procédure dite préliminaire, qui consiste donc à administrer les preuves. Il y a plusieurs issues possibles, mais si on est vraiment dans un cas grave qui ne peut pas être réglé sous forme d'une ordonnance pénale ou autre, on va avoir un acte d'accusation qui est dressé par le ministère public, et puis on passe en phase de jugement. L'audience est levée. Le tribunal se retire pour délibérer. Tu triches. Pour rechercher cette vérité matérielle, un certain nombre de personnes vont être entendues. Suspects et témoins. Le suspect a le droit de ne pas dire la vérité, contrairement au témoin qui en a l'obligation. En droit pénal, le mensonge est permis, mais pas pour tout le monde. Effectivement, le suspect a le droit de mentir, simplement parce qu'il est au bénéfice de ce qu'on appelle le droit de ne pas s'auto-incriminer. En revanche, un témoin, au sens juridique du terme, a l'obligation de dire la vérité. C'est prévu par le code pénal et dès qu'on entend une personne au titre de témoin
au sens juridique du terme, encore une fois. Il est informé qu'il a l'obligation de dire la vérité et il est également informé du risque qu'il encourt si intentionnellement il ne dit pas la vérité, à savoir le fait de tomber pour faux témoignage. Avant qu'on sache véritablement qui revêt la qualité de suspect et qui revêt la qualité de témoin, on entend les personnes sous un statut particulier qui est le statut de personne appelée à donner des renseignements. C'est nécessaire parce qu'on ne sait pas encore dans quelle mesure chacune des personnes interrogées est impliquée ou non dans la commission d'une infraction. Et ce n'est que lorsque l'on sait véritablement que telle personne est impliquée, donc qu'il mérite d'être qualifié de suspect, que l'on va l'entendre d'une certaine manière, tandis qu'une personne dont on est persuadé qu'elle n'est pas impliquée dans la commission de l'infraction et qui a des choses importantes à relater au regard de la commission de cette infraction, sera entendue en tant que témoin. Et un témoin, au sens juridique du terme, c'est quelque chose de très précis. Et on a justement sur le témoin un devoir qui pèse puisqu'il a l'obligation de dire la vérité. Chose que l'on n'impose absolument pas au prévenu qui, lui, au contraire, dans la mesure où il a le droit de ne pas s'auto-incriminer, on ne peut pas exiger de lui qu'il dise la vérité. Il y aura forcément une conséquence pour un témoin au sens juridique du terme informé de son obligation de dire la vérité et qui intentionnellement ne dirait pas la vérité. Parce qu'à ce moment-là, il tombe sous le coup de la loi pénale et de l'infraction donc de faux témoignage tel que prévu à l'article 307 du Code pénal. Maintenant, toute la difficulté consiste à démontrer, à prouver le caractère intentionnel de sa fausse déclaration. Je promets solennellement de dire toute la vérité, sans haine ni faveur, pour aucune des parties. Un témoin peut faire une fausse déclaration pour protéger un tiers ou pour se protéger. Il peut faire une fausse déclaration par crainte des représailles. Il peut faire une fausse déclaration pour se venger également. Je pense à une affaire connue en France, qui est l'affaire Rida Dalouche. C'était une personne qui souffrait de toxicodépendance et qui a été accusée en fait d'un meurtre qui a été commis dans un bar marseillais. Bien entendu, la scène du crime avait été complètement nettoyée. Donc il n'y avait rien comme piste de départ pour les enquêteurs, si ce n'est de faire ce que l'on fait d'habitude, à savoir une enquête de voisinage. Et puis, c'est allé un peu dans tous les sens jusqu'au moment où une personne a mis en cause un certain Rida Dalouche en disant que voilà, c'était un problème en règlement de compte entre dealers, trafiquants, etc. Et ce Rida Dalouche en question a toujours nié les faits en disant non, mais en même temps, vu qu'il souffrait de toxicodépendance, il n'était pas toujours clair dans ses déclarations, il était même souvent incohérent, il y avait des contradictions, ce qui a joué en sa défaveur. Et de surcroît, ses parents, qui étaient entendus en tant que non-témoins forcément, mais qui étaient entendus par la justice, ont dit que leur fils, au moment du meurtre, était avec eux en train de regarder un match de foot à la télévision. Quand on interroge Rida Dalouche sur ce point, il ne sait absolument pas de quoi il s'agit, de qui étaient les équipes en jeu et quel était le score. Donc on se rend compte que les parents ici ont fait une fausse déclaration dans le but de protéger leur fils. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que la personne qui avait mis en cause ce Rida Dalouche en disant c'est lui, c'était quelqu'un qui en voulait à Rida Dalouche pour une affaire personnelle. Donc on a dans cette histoire deux fausses déclarations, une liée à une vengeance, un besoin de se venger, et une autre faite dans le but de protéger quelqu'un qui nous est proche. Ces deux fausses déclarations vont effectivement être préjudiciables à Rida Dalouche, mais les deux déclarations vont être considérées comme des déclarations volontaires, c'est-à-dire faites en connaissance de cause. Même si elles ne visent pas le même but, il y a peut-être un but qui est plus louable que l'autre, je ne sais pas, mais ça ne change rien au fait que l'on admettra le caractère intentionnel de la fausse déclaration. Tu triches. Nathalie Dongois, professeure titulaire de droit pénal à l'Université de Lausanne. Donc certaines personnes vont se rendre coupables de fausses déclarations volontaires dont on comprend bien les motivations. Mais elles peuvent aussi faire de fausses déclarations involontaires ? Oui, tout à fait.
Je reprends l'exemple du témoin, simplement en rapport avec la vulnérabilité de la mémoire. C'est pas quelque chose qui est enregistré et puis on rembobine, on appuie sur play et puis tout est dit de nouveau de la même manière. Pendant longtemps, on a cru qu'un souvenir, après un certain temps, se consolidait et qu'une fois qu'il était consolidé, c'était inscrit dans le marbre, ça ne bougeait plus. Les études ont au contraire montré que dès qu'on ravive un souvenir, il devient à nouveau fragile. Et dans la mesure où la mémoire fonctionne comme un processus de reconstruction, eh bien, l'individu à qui on demande de se souvenir de quelque chose et de raconter de nouveau un souvenir va forcément se servir d'éléments extérieurs à son propre souvenir pour procéder à cette reconstruction. Et donc, on arrive à un moment où ces éléments extérieurs risquent d'être intégrés dans le souvenir lui-même. Et donc, on a une contamination de la mémoire. Et ça a vraiment été très bien mis en lumière par Elisabeth Loftus, qui a montré que l'on pouvait faire naître des faux souvenirs. Donc, c'est très intéressant. Elle a fait une expérience pour prouver cela. Elle a convoqué un certain nombre d'étudiants qui avaient tous en commun d'avoir été à Disneyland. Sur ce premier élément qui était vrai et qui était commun à tous les étudiants, elle les a ensuite reconvoqués en disant qu'ils allaient peut-être avoir un petit moment de partage par rapport à leur expérience dans ce monde merveilleux. Et lors de cette deuxième rencontre, elle fait des flyers sur ce parc d'attractions sur lesquels elle fait apparaître Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? Chaque étudiant est là pour raconter un tout petit peu ses souvenirs, etc., par rapport à son expérience dans le parc. Et il y a 35% des étudiants qui mentionnent qu'ils ont aimé la rencontre avec Bugs Bunny. Or, Bugs Bunny, c'est de la Warner Bros., donc ça n'a rien à voir avec le monde de Disney. On voit finalement que sur la base de quelque chose de vrai, c'est-à-dire nous sommes tous allés dans ce parc d'attractions, on insère quelque chose de faux, les étudiants voient le flyer et tout d'un coup, quand ils reconstruisent leurs souvenirs, 35% réintègrent la figure de Bugs Bunny comme partie intégrante donc, de leur expérience vécue. C'est complètement inconscient, involontaire. C'est simplement lié au fait qu'on le sait, la mémoire, elle est vulnérable parce qu'elle présente ses propres failles. C'est-à-dire que quand on fait une déclaration, on ne va jamais tout dire. On n'est pas capable de tout restituer. Donc, il y a les oublis, il y a les erreurs, il y a les distorsions, ça aussi. Ça, ce sont des failles que je qualifie comme étant inhérentes à la mémoire, à toute mémoire. Puis ensuite, il y a le problème de la contamination. C'est-à-dire qu'un facteur extérieur peut avoir un impact sur la façon dont on se souvient. La naissance d'un faux souvenir, ça relève de ce processus de contamination par un facteur extérieur. On sait maintenant que la mémoire présente des fragilités, elle est faillible. On connaît aussi les risques de contamination. Il est évident que quand on met en place une audition d'un témoin, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, d'un suspect, mais pour les deux, peu importe, l'idée principale, c'est d'éviter effectivement les questions suggestives, les questions dirigées, parce qu'on sait qu'il y a un risque de contamination. La technique d'interrogatoire a énormément évolué et aujourd'hui, on va vers une version dite très psychologique de l'interrogatoire avec une place très importante qui est reconnue à la version libre pour laisser la personne dire d'elle-même le maximum de choses sans l'interrompre. Et puis ensuite, sur la base de ce qui a été dit, alors on peut ensuite enchaîner avec des questions beaucoup plus fermées, beaucoup plus dirigées. Et comme ça, on évite un maximum une contamination d'emblée et puis on parvient à obtenir plus d'informations en procédant comme cela. De la même manière qu'il y a des faux témoignages qui peuvent être volontaires, involontaires, on a aussi un problème quand on auditionne quelqu'un dont on pense qu'il est impliqué dans la commission d'une infraction. Parce que cette personne, il faut bien comprendre qu'elle a des choix qui s'offrent à elle. Elle peut parler, elle peut se taire, elle peut dire la vérité, elle peut dire partiellement la vérité et elle peut mentir sur toute la ligne. Comment fait-on quand on est la personne en charge de mener l'audition pour déceler le vrai du faux? C'est de loin pas une tâche aisée. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une taxinomie des faux coupables qui a été dressée. C'est-à-dire que des auteurs ont pensé aux différents types de faux aveux que l'on pouvait rencontrer.
Et le premier, à mon sens, à l'avoir fait, c'est, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, il y a la taxinomie de Maître Floriot, qui date de 1968, mais qui présente quand même un intérêt et qui est largement reprise depuis, qui consiste à dire qu'une personne peut faire des faux aveux parce qu'elle veut protéger le vrai responsable, c'est le père qui s'accuse pour protéger son fils et pour éviter à son fils d'aller en prison. On peut faire aussi un faux aveu pour attirer la lumière sur soi. C'est pas forcément su, mais il y a très souvent des personnes qui viennent s'auto-accuser à tort parce que pour elles, c'est une façon d'être médiatisée. On trouve ça dans les affaires particulièrement crasses, des meurtres ou des grosses affaires d'ordre sexuel, par exemple. La personne, elle va lire tout ce qu'elle trouve dans les médias, elle va s'approprier ces informations et puis, sur la base de ce qu'elle se sera appropriée, elle va aller s'auto-accuser. D'où l'intérêt de ne jamais tout divulguer dans les médias, parce que tout d'un coup, on peut comme ça confondre la personne par rapport à ce qu'elle dit. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes qui sont susceptibles de faire des faux aveux. Après, vous avez les personnes qui ne supportent pas les pressions, qu'elles soient d'ordre psychique, a fortiori physique. Floriot les appelait d'une part les peureux et d'autre part les victimes de brutalité policière. C'est vrai qu'on a aussi une catégorie de personnes dont on sait qu'elles sont particulièrement mal à l'aise à l'idée d'être interrogées. Le fait d'être face à l'autorité, d'être confiné dans un endroit pas toujours confortable, etc. Si, en plus de ça, la personne a particulièrement confiance en la justice, elle risque de faire un faux aveu sans penser aux conséquences parce que justement, elle se dit « peu importe, ce qui compte, c'est que je sorte d'ici au plus vite et de toute façon, la vérité éclatera. Donc, je vais être mise hors de cause indépendamment du fait que je me suis faussement mise en cause. » Et puis après, il y a effectivement ceux qui ne supportent pas les pressions. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne ne capitule pas face à l'autorité, donc pour des mauvaises raisons, et que ça l'amène donc à faire des faux aveux. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Et puis ensuite, il y a eu des auteurs américains qui ont repris cette taxinomie telle que proposée par Floriot, en parlant donc des faux aveux volontaires, des faux aveux par résignation. Ça reprend mon idée de capitulation face à l'autorité. Et ils ont mis en lumière une autre catégorie de faux coupables. Ce sont ceux qui font des faux aveux par persuasion. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se laisser persuader de leur potentielle implication dans la commission de l'infraction qui leur est reprochée. C'est quelque chose qui ferait suite à ce qu'on appelle le syndrome de perte de confiance en sa mémoire. Donc la même malléabilité de la mémoire que j'ai pu expliquer tout à l'heure par rapport aux témoins, on la retrouve aussi du côté des personnes qui sont suspectées d'avoir commis une infraction. Si on arrive à les faire douter sur un point clé, quant à leur emploi du temps, par exemple, et pour peu qu'ils soient un petit peu fragiles psychologiquement, ça peut les déstabiliser au point qu'ils passent faussement un aveu. Nathalie Dongois, je suis professeure titulaire à l'Université de Lausanne en droit pénal. Et j'ai monté un cours sur les erreurs judiciaires en matière pénale. Quand on parle d'erreur judiciaire, c'est que la vérité que l'on pensait établie n'était au final pas la vérité ? Dès lors que le juge pose son verdict en termes de culpabilité ou d'innocence, là on est sur une vérité judiciaire. La vérité matérielle, c'est en amont, c'est cette adéquation entre une hypothèse et puis ce qu'on a réussi à prouver au niveau des faits. Mais ensuite, là-dessus, le juge va poser un verdict, et puis ce verdict de culpabilité ou d'innocence, ça, c'est ce qu'on appelle une vérité judiciaire. Mais sur la base, quand même, de la vérité matérielle, effectivement. Mais, encore une fois, il faut être prudent parce que vous pouvez avoir une personne qui peut être accusée en première instance, elle fait appel, elle est acquittée en deuxième instance. Mais c'est les mêmes faits qui sont de nouveau analysés par une autre instance. Effectivement, il peut y avoir un renversement. Et à ce moment-là, on ne parle pas d'erreur judiciaire. Pourtant, il y a bien eu un changement de verdict. Donc, la notion d'erreur judiciaire, c'est une fois que toutes les voies de recours internes sont épuisées. Et il faut vraiment apporter la preuve d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau, ce qui est très, très difficile parce que les choses ont déjà été vues et revues, vu qu'on a quand même un système de double juridiction, ce qui est très très bien. Et donc, il faut vraiment faire la preuve d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve qui remette en question le verdict précédent.
Donc c'est vraiment une procédure extraordinaire qu'il est difficile de mettre en œuvre et c'est uniquement lorsqu'il y a un changement de verdict à l'issue d'une procédure de révision que l'on parle d'erreurs judiciaires. C'est pour ça qu'elles sont si rares finalement. Toute erreur de la justice n'est pas une erreur judiciaire. Donc il y a la justice qui peut dysfonctionner, par exemple mettre quelqu'un en détention provisoire longtemps et puis ensuite justement on se rend compte que c'était injustifié. C'est un dysfonctionnement de la justice mais ce ne sera pas qualifié d'erreur judiciaire au sens juridique du terme. Il faut comprendre qu'on a une exception stricte de ce qu'est une erreur judiciaire et on va admettre qu'il y a erreur judiciaire uniquement lorsque l'on a une affaire pour laquelle toutes les voies de recours ont été épuisées. On parle de décision finale et exécutoire. Et on arrive, parce qu'on fait valoir notamment un fait ou un moyen de preuve nouveau, à réouvrir ce cas. Et si, donc dans le cadre de cette procédure qu'on appelle la procédure de révision, on arrive à renverser le verdict de la décision qui a été attaquée, alors seulement, parce que c'est l'aboutissement de cette procédure de révision, on admettra qu'il y a erreur judiciaire au sens juridique du terme. Quand on s'interroge sur les causes potentielles d'erreurs judiciaires, c'est vrai qu'on se demande dans quelle mesure la justice est toujours juste ou équitable et quel est le sens de la vérité, vérité matérielle, vérité judiciaire et où sont les causes finalement d'une potentielle tricherie de la part des différents intervenants dans une procédure pénale. Dans mon ouvrage sur les erreurs judiciaires en matière pénale, mon idée c'était de vraiment m'intéresser aux causes potentielles. Tout ce qui, dans un processus, est susceptible d'expliquer à terme la commission d'erreurs judiciaires. Donc, il y a forcément l'incidence de la procédure elle-même. C'est vrai que parler d'erreurs judiciaires dans un pays comme la Suisse ou parler d'erreurs judiciaires dans un pays comme les États-Unis où finalement il y a une négociation de la justice, ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, la vérité matérielle, c'est la clé de voûte de la procédure pénale ordinaire en Suisse. Tel n'est pas le cas dans un système qui résout 90% de ces conflits pénaux sur la base de ce qu'on appelle le plea bargain. On se rend compte que la procédure pénale elle-même ou le système pénal a une incidence sur l'admission ou non d'erreurs judiciaires. Ensuite, il y a, au niveau des causes potentielles, il faut comprendre qu'on a, au niveau de l'administration des preuves, on a des risques. C'est le risque des fausses déclarations, faux témoignages, faux aveux. C'est le risque des expertises qui peuvent être erronées, bien entendu. Et puis, il y a aussi, au niveau de la phase du jugement, quand le juge va poser son verdict, dans la formation de son intime conviction, il faut aussi comprendre qu'il y a un risque à ce niveau-là, puisque le juge, de deux choses l'une, il pose son verdict en se fondant sur des moyens de preuve. Mais si ces moyens de preuve ont mal été administrés, il y a un risque d'erreur judiciaire. Ça, c'est le premier cas, c'est un problème au niveau de l'administration des preuves. Mais si les moyens de preuve ont été correctement administrés, on ne peut pas complètement exclure que le juge lui-même forme de manière erronée son intime conviction, même, encore une fois, sur des moyens de preuve correctement administrés. Et là, c'est toute la question de l'intime conviction du juge et c'est très difficile de savoir finalement s'il n'y a pas un biais qui explique peut-être un mauvais verdict. Alors, on a quand même des garanties. On a, bien entendu, les recours possibles. On a le principe in dubio pro reo qui fait que normalement, en cas de doute, le doute doit profiter à l'accusé, etc., etc. Mais ça reste quand même délicat de savoir dans quelle mesure il n'y a pas un biais qui a eu un impact quelque part sur la façon dont le juge a formé son intime conviction. Colombo, lieutenant Colombo, officier de police. Je ne regarde pas beaucoup de séries policières parce que c'est mon job et que quand j'arrive le soir et devant la télé, j'ai envie de regarder autre chose que ce qui me rappelle forcément ce dont je traite toute la journée. Mais néanmoins, est-ce que vous connaissez une série policière qui est relativement crédible ? Alors, fut un temps, je regardais plus la télé que maintenant, et c'est vrai que la série des experts, il y a 15 ans, c'est vrai que ça pesait lourd quand même. On aimait bien ça, nous. D'accord, je veux bien te croire. Mais c'était crédible, vraiment ?
Oui, c'était crédible. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes pour comprendre justement la valeur probante d'une preuve. Hein. Mais c'est toute l'articulation entre le travail des policiers et notamment des forensiciens qui savent faire parler la preuve, qui sont tellement importants pour le juriste lorsqu'il doit fonder son intime conviction sur un moyen de preuve. Il ne faut pas faire dire à la preuve ce qu'elle ne veut pas dire. La présence de l'ADN sur la culotte d'une personne qui a été retrouvée violée et tuée, présence de l'ADN parce qu'il a laissé une trace de sperme, ça veut juste dire qu'il y a le sperme de X qui se retrouve sur la culotte de la personne violée et tuée. Il faut savoir comment cette trace de sperme est arrivée là. Il ne faut pas d'emblée faire un raccourci consistant à dire « Ah, c'est lui qui l'a violée et qui dans la foulée l'a tuée ». Pour cela, on a besoin des experts. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.